Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau point lecture. Alors oui, vous devez commencer à avoir un petit peu l'habitude sur la chaîne. Une fois de plus, ce sera un point lecture qui ressemblera à un gros melting pot, puisque je vais aussi bien parler d'un roman policier que d'un drame contemporain ou que de romans jeunesse. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Au niveau de mes avis, c'est un petit peu pareil. Il y aura eu du bof et quand même un très beau coup de cœur que bien sûr je vous garde pour la fin. Alors trêve de blabla et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je vais dans un premier temps vous parler d'un tome 2 sur lequel je vais passer du coup assez rapidement. Il s'agit de Sherlock Lupin et moi, dernier acte à l'opéra chez Albin Michel Jeunesse. Bon alors pas de gros résumé parce que d'une c'est un jeunesse plutôt court et que de deux c'est donc un tome 2 d'une saga. Pour ceux qui ne le sauraient pas et qui ne l'auraient peut-être pas deviné, eh bien dans cette série de romans jeunesse on imagine que Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler se seraient connus enfants et auraient un petit peu grandi ensemble et vécu de super aventures. Alors que le premier tome se déroulait à Saint-Malo, dans ce tome-ci, on va retrouver nos trois compères à Londres et ils ont une très bonne raison à cela puisque tout simplement la personne qui est accusée de ce meurtre n'est ni plus ni moins que le père d'Arsène Lupin. Pour faire rapide, je dirais que c'est un second tome tout aussi frais et agréable que le premier, mais j'ai trouvé que ce second tome était encore plus rythmé et plus prenant. Forcément, étant donné qu'il s'agit d'un second tome, on ne présente plus ici les personnages ainsi que les liens qui les lient, ce qui fait qu'on rentre finalement tout de suite dans le vif du sujet et dans l'intrigue principale de cette histoire. Et donc, comme je l'ai dit, pour mon plus grand bonheur, ce tome 2 se déroule à Londres et j'ai vraiment adoré le fait que l'auteur y fasse du coup déambuler nos personnages et au fur et à mesure du récit, on profite comme ça pour nous distiller quelques petits détails sur cette ville. Et j'ai aussi adoré certains clins d'œil et le fait qu'il y soit fait mention de certains éléments que l'on retrouve dans les romans de Conan Doyle et de Maurice Leblanc, telle que la très célèbre adresse du 221B Baker Street. Ce second tome se fait un tout petit peu plus sombre que le premier, alors attention, malgré tout, je le précise, on reste quand même dans du policier jeunesse. Les personnages sont toujours aussi attachants avec des joutes verbales bien pensées. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, bien qu'il s'agisse d'une saga jeunesse, j'ai trouvé que le vocabulaire n'était pas pour autant pauvre, bien au contraire. J'ai trouvé du coup la plume intéressante et instructive pour les plus jeunes. Et ça, c'est plutôt un bon point pour ma part. On sent ici que notre trio grandit petit à petit et j'ai vraiment à cœur de voir comment il va évoluer dans les tomes suivants. Je confirme donc que pour ma part, c'est une saga policière très réussie que je recommande sans problème. Et en tant qu'adulte fan des romans originaux, ce sont des lectures qui me font toujours passer un agréable moment que je déguste comme des petits bonbons rafraîchissants qui me donneraient presque le sentiment de moi-même replonger en enfance. En un mot, si vous êtes fan de Sherlock Holmes et d'Arsène Lupin et que la littérature jeunesse vous intrigue et vous titille, n'attendez plus, sautez sur cette saga, parce que je vous assure que c'est vraiment pour moi des petites pépites. Et bien sûr, si vous avez des enfants à partir de 10 ans qui aiment tout ce qui est mystère enquête, alors là, clairement, c'est fait pour eux. Et on va rester dans la littérature jeunesse avec Maîtresse de tous les mots de Serena Valentino aux éditions Hachette, qui est donc le tome 5 de la série, il me semble, des vilains, et du coup le tome qui suit le roman qui parlait d'Ursula que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne. C'est un petit peu compliqué cette histoire de tomes qui n'ont pas été publiés en plus dans le bon ordre, blablabla. Bref, trêve de blabla et passons un petit peu à mon avis. Alors comme nous laisse sous-entendre cette couverture, bien sûr ici il va y être question du coup de Maléfique, la méchante fée de l'histoire de La Belle au Bois dormant, et on va du coup revenir sur son histoire à elle, sur son enfance, afin de comprendre comment elle en est arrivée là où elle est. Grosso merdo, c'est la biographie d'une méchante fée. Ouais, on pourrait le résumer comme ça. Alors oui, j'ai clairement préféré ce tome-ci au tome précédent. Malgré tout, je suis toujours pas convaincue par cette saga. Non. J'ai préféré le personnage de Maléfique à celui d'Ursula et j'ai dans l'ensemble vraiment apprécié en apprendre plus sur son enfance, mais j'ai trouvé que malgré tout ça manquait cruellement d'éléments par rapport à son origine. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, j'ai trouvé que ce n'était pas désagréable foncièrement à lire,
mais malgré tout j'ai eu le sentiment que l'auteur prenait parfois un petit peu trop de liberté et que du coup les actions et les réactions étaient parfois pour moi sans queue ni tête. J'ai trouvé également que les justifications aux mauvaises actions étaient parfois un petit peu légères à mon goût. Et puis ce qui m'a surtout posé problème, c'est qu'on a finalement beaucoup de mal à comprendre le fonctionnement des magies qui régissent ce monde, des magies qui finalement fonctionnent beaucoup plus sur une sorte de ressenti que sur de véritables règles. C'est difficile à expliquer, mais disons que par exemple Spider-Man, on sait d'où vient son pouvoir, on sait quels sont ses pouvoirs spécifiques. Et bien ici on n'est pas du tout dans ce schéma là, on est plutôt dans des pouvoirs qui viennent un petit peu quand madame est un petit peu vénère et qui s'expriment de façon un petit peu aléatoire. Je sais pas si je suis beaucoup plus claire, mais je sais pas comment vous expliquer mieux que ça. L'univers est, je trouve, plutôt peu développé et le déroulé de l'histoire est par moments un petit peu hasardeux. C'est dommage parce qu'on sent vraiment qu'il y a une super bonne idée à la base, mais je trouve vraiment qu'elle a été dans l'ensemble plutôt mal exploité. L'auteur a également mêlé à cet univers Disney des éléments de mythologie. Alors bon, vous allez me dire pourquoi pas. Personnellement, je ne comprends pas vraiment ce choix, surtout étant donné que ces éléments sont assez légers dans le récit, ce qui donne du coup le sentiment que c'est un choix qui n'est pas totalement assumé. J'ai envie tout de même de continuer cette saga pour en apprendre plus sur le personnage de Circé, qui est le seul personnage, disons-le clairement, auquel je me suis un tant soit peu attachée, mais je trouve que dans l'ensemble, le principe de cette saga est fort mal exploité. Le style d'écriture, quant à lui, est franchement basique et passe-partout, et comme pour le tome précédent, là encore, j'y ai trouvé des coquilles, des mots manquants, des mots en trop. Vous le savez maintenant, ce genre de choses, ça m'énerve, mais ça m'énerve. Le travail d'édition, bordel. Avoir autant de fautes et autant de manquements de mots sur même pas 300 pages, c'est pas possible. J'espère donc juste que l'auteur a su affûter sa plume au fur et à mesure des tomes, parce que pour l'instant, pour ma part, je trouve que la qualité n'est franchement pas au rendez-vous. Après, le problème de cette série, c'est que du coup, d'un tome à l'autre, on ne parle pas du même personnage, et que donc, d'un tome à l'autre, on peut clairement avoir des ressentis de lecture assez variés, même si bon, le style reste le même. J'aimerais surtout découvrir les premiers tomes de cette saga pour avoir un petit peu les bases de cette histoire. Je trouve que vraiment ça manque, donc je vais essayer de me tenir informée de la sortie des 3 premiers tomes. En tout cas, je n'achèterai pas les tomes qui suivent celui-ci avant d'avoir les premiers, et je pense aussi vraiment que je devrais peut-être plutôt tester la série des Twisted Tales, qui pour le coup déjà reprennent des histoires de Disney que personnellement j'affectionne beaucoup plus et qui semble être une série peut-être plus qualitative. Donc en tout cas, si vous avez testé ces 2 séries de réécriture de Disney, donnez-moi votre avis, dites-moi un petit peu quoi faire, parce que vraiment le principe je le trouve génial, mais pour l'instant cette série des vilains, ça marche pas des masses avec moi. Que voulez-vous, on peut pas tout aimer. On va ensuite passer à de la littérature adulte, dirons-nous, puisque tout de suite je vais vous parler de Plateau de Franck Bouis aux éditions Le Livre de Poche. Alors oui, de Franck Bouis, j'avais lu Grossir le ciel que j'avais absolument adoré. Du coup, ça fait partie de ces auteurs qui, depuis, j'ai envie de lire un petit peu tout ce qu'ils ont écrit. Donc lorsque je suis tombée sur celui-ci, j'ai pas hésité longtemps et je me suis enfin jetée à l'eau. Je l'ai enfin découvert. Et vous allez me dire, oui, c'est bien tout ça, mais sinon, ça parle de quoi? Alors, dans Plateau, on va là encore être dans un huis clos rural qui se passe ici sur le plateau des 1000 vaches, dans lequel on va suivre tout d'abord d'un côté Virgile et sa femme Judith qui ont une petite ferme qui vivotent un peu, dirons-nous, et qui ont recueilli leur neveu Georges lorsqu'il était petit parce que ses parents sont décédés dans un accident de la route. Ils l'ont donc recueilli et depuis quelques années, Georges vit sur un terrain à côté dans sa caravane. En parallèle de ça, dans ce tout petit hameau où ils sont 3 pelés et un tondu, on a également le personnage de Karl qui vit dans une ferme un tout petit peu plus loin, qui est un homme au passé un peu trouble, un ancien boxeur sur lequel on ne sait pas grand chose, qui lui de son côté vit seul. Et enfin on va suivre un 4e personnage qui s'appelle, il me semble, Céline, je ne suis plus sûre de son prénom.
Bref, une femme qui est la nièce de Judith, qui clairement est un petit peu embourbée dans une relation amoureuse pas saine du tout, qui veut tout simplement fuir son ex-mari ou ex-compagnon et qui vient du coup se réfugier dans ce petit hameau du plateau des Mille Vaches. Et oui, je pense une fois de plus qu'à mon avis, Franck Buis est véritablement le meilleur pour parler de la campagne et de ses habitants. Et une fois de plus, j'ai complètement plongé dans son univers. Il a complètement su m'embarquer avec lui dans cette campagne pleine de rudesse et de solitude cachée au milieu de ce plateau des Mille Vaches. Alors attention, clairement avec cet auteur, il faut aimer le nature writing et j'ai envie de dire encore plus dans ce roman-ci. En effet, on y a de nombreuses descriptions ici de la nature, que ce soit des végétaux, des habitations ou encore du matériel agricole. Et j'ai trouvé que du coup, l'ambiance était extrêmement bien réussie. Une ambiance générale qui me parle et qui m'a moi-même d'ailleurs rappelé certains souvenirs, même si soyons clairs, j'ai grandi à la campagne mais pas non plus paumé au milieu de rien. Néanmoins, voilà, certains éléments m'ont quand même parlé. Une ambiance que j'ai trouvée riche, bien qu'elle soit tournée vers une population qui fasse face à la misère, que ce soit d'ailleurs une misère financière ou une misère sociale ou une misère sentimentale. J'étais vraiment plongée au milieu de ce hameau qui est fait du coup de 3 habitations avec ces 4-5 habitants qui vivent vraiment en vase clos. Ce roman, c'est donc un huis clos dramatique sur fond de campagne profonde. On retrouve finalement peu de dialogue dans ce roman-ci, mais c'est un choix tout à fait logique et justifié, j'ai envie de dire, puisque ce livre est quand même peuplé de ces campagnards, je dirais, taiseux, pour qui l'expression de leurs sentiments et de leurs pensées n'est pas quelque chose d'inné, et on sent d'ailleurs qu'à chaque fois qu'ils doivent l'exprimer, ça leur coûte énormément. C'est donc un récit qui comporte peu de dialogue, et pourtant, j'ai trouvé que le peu qu'il y avait était tellement bien travaillé. Ils arrivent du coup à très bien montrer de façon, j'ai envie de dire très résumée, mais pour autant avec beaucoup de profondeur, la difficulté de ces gens à verbaliser leurs sentiments, ce qu'ils font de façon sporadique et avec beaucoup de pudeur, ce qui a donné, je trouve, des dialogues extrêmement touchants. Ce roman, c'est avant tout une histoire d'hommes rustres, mais aussi d'hommes blessés et d'hommes attachants, des hommes qui essayent de faire au mieux sans toujours savoir véritablement comment faire. C'est également un roman qui parle d'amour naissant, d'amour passé, d'amour pansement, mais aussi finalement de tout ce que l'on est capable de faire par amour, que ce soit de bonnes ou de mauvaises choses. C'est d'ailleurs un roman qui aborde, je trouve, des thèmes très intéressants dont certains sont encore tabous dans notre société. C'est donc dans l'ensemble, vous l'aurez compris, un roman que j'ai énormément aimé, bien que j'ai peut-être regretté par moments le style peut-être parfois trop lyrique ou parfois trop un petit peu métaphorique. Ça n'en reste pas moins un récit plein de relief et je trouve malgré tout la plume de Franck Buis toujours aussi belle et aussi poétique. Une plume que je trouve du coup profondément touchante et agréable. Mais c'est vrai que voilà, j'aurais peut-être aimé par moments que l'auteur parte un petit peu moins dans des métaphores un petit peu compliquées, parce que je pense que sincèrement ça aurait rendu son récit encore plus fluide, encore plus agréable, et ça aurait peut-être participé à encore plus embarquer complètement le lecteur dans cette histoire et dans cet univers. C'est donc, je pense, pour cette raison que j'ai préféré grossir Le ciel à Plateau. Néanmoins, si vous aimez les drames contemporains avec une pointe de suspense, une ambiance pesante et un style d'écriture au cordeau, alors il n'y a aucun doute, jetez-vous sur Franck Buis. Je ne peux pas dire mieux. C'est pour moi, je trouve, véritablement un auteur à part qui raconte la campagne, le terroir
et les drames familiaux comme personne. Et donc par conséquent, c'est avec beaucoup de plaisir et d'impatience que je découvrirai ces autres romans. Et je terminerai donc ce point lecture avec, vous l'aurez compris, mon dernier très beau coup de cœur, qui ne sera pas du tout une surprise pour ceux qui suivent la chaîne. Et pour ça, je vais vous parler d'un roman que là encore j'ai acheté il y a très peu de temps, mais je savais d'avance que celui-ci il n'allait pas prendre la poussière dans ma palle. Il s'agit tout simplement d'Oxygène d'M.J. Lidge aux éditions 10-18. Que voulez-vous, on ne s'en fait pas. Bon alors, je vous repitch très rapidement le résumé de ce roman parce qu'il s'agit d'un tome 5 ou 6, je ne sais plus, donc clairement spoilant. Alors bien sûr, le résumé que je vais vous en faire ne spoilera rien. Dans ce roman-ci, on va du coup de nouveau suivre Ellen Grace, le personnage principal d'M.J. Lidge, qui est donc cette policière qui officie dans la ville de Southampton en Angleterre. Et ce coup-ci, elle va du coup être appelée sur une scène de crime sur laquelle elle va découvrir un corps qui est celui d'une personne qu'elle connaît. Et je ne vous en dirai pas plus. Et quelle claque, mes amis! Alors, clairement, j'ai aimé, je pense, tous les tomes de la saga Ellen Grace, mais pour moi, celui-ci est au-dessus des autres. Je suis désolée, je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais moi, c'est vraiment mon avis. J'ai vraiment dévoré ce roman, et alors la fin m'a laissé en apnée et sur le cul. Comme d'habitude, M.J. Lidge nous livre un récit au rythme palpitant, aux chapitres courts et aux personnages bien écrits. Dès les premiers chapitres, j'étais du coup complètement embarquée. Alors par contre, attention, vraiment, pour celui-ci, il faut impérativement avoir lu les tomes précédents. Tout d'abord pour bien comprendre, j'ai envie de dire, l'enquête centrale de ce tome-ci, parce que c'est vraiment centré autour du personnage d'Ellen Grace, et aussi et surtout parce que on y revient sur les différentes enquêtes passées et que l'on spoil la résolution de ces enquêtes et donc les fins des tomes précédents. Vous l'aurez donc compris, bien plus que les autres tomes, ici c'est vraiment un roman centré complètement sur le personnage d'Ellen Grace. On la découvre donc ici encore un petit peu plus intimement, et puis j'ai trouvé que c'était surtout un roman de femme, puisqu'il y est surtout question donc d'Ellen Grace, de deux de ses proches collaboratrices et collègues, ainsi que du personnage d'Emilia, la journaliste que l'on a déjà rencontrée dans les tomes précédents. Et oui, du coup, dans ce tableau, ça fait quand même peu de testostérone. Et c'est du coup un roman que personnellement j'ai trouvé plutôt juste et réaliste, puisque il montre d'un côté à quel point les femmes peuvent être des soutiens entre elles, mais aussi d'un autre côté à quel point les femmes peuvent parfois être absolument affreuses entre elles, histoire de tirer la couverture à elles. Et du coup, personnellement, j'ai vraiment bien aimé avoir ces deux côtés de la balance et ces deux aspects finalement de la réalité. En plus de ça, ce roman aborde une autre thématique que j'ai trouvé très moderne et complètement d'actualité. Bien sûr, je ne vous dirai pas laquelle, histoire de ne pas vous spoiler, mais si vous suivez un minimum les infos et l'actualité, vous allez, je pense, le deviner. J'ai donc vraiment hâte de voir ce que nous réserve la suite, parce que ce tome-ci se termine sur un énorme cliffhanger qui nous donne juste envie, c'est de se jeter sur le tome suivant. Malheureusement, je ne l'ai pas en ma possession. Je me demande du coup encore comment je vais faire pour attendre un an la sortie en poche du tome suivant. C'est donc pour ma part un énorme coup de cœur qui, je trouve, fait grimper la saga Ellen Grace d'un cran. Et je peux dire qu'avec ce roman-ci, M.J. Lidge rejoint désormais mon panthéon personnel de mes auteurs chouchous, et je trouve véritablement que c'est un auteur de thriller extrêmement addictif à ne pas rater. Alors voilà, des fois on me demande, je voudrais commencer le thriller, le policier, mais je ne sais pas par quoi commencer. Je voudrais des enquêtes sympas, hyper addictives, mais pas non plus trop dégueulasses. Clairement, testez M.J. Lidge. Puis en plus, c'est très simple, testez le premier tome. Si vous aimez, il y a quand même 99% de chances que vous aimiez toute la saga. Et par contre, si vous n'aimez pas, n'essayez pas les tomes suivants, ça sert à rien. C'est donc ainsi que se termine ce point lecture un petit peu what the fuck, un petit peu melting pot,
Écoutez, du coup, je me dis, il y en aura un petit peu pour tout le monde. Alors bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez discuter des lectures que je vous ai présentées aujourd'hui, ou juste me laisser un petit commentaire qui me fera plaisir, un petit soutien à la chaîne, n'hésitez surtout pas, les commentaires sont ouverts, et comme d'habitude, je fais en sorte de répondre à tout le monde, même si parfois ça me prend un petit peu de temps. Et j'ai oublié de le préciser dans ma précédente vidéo, alors bien sûr, le concours que je voulais organiser pour les 2000 abonnés n'est pas du tout passé à la trappe. C'est juste que si vous suivez un petit peu les infos, vous devez savoir qu'en ce moment on est tous en confinement, ce qui fait que d'une part je ne peux pas me déplacer afin de terminer les petits colis de remerciements que je souhaite vous faire gagner, et de deux, en cette période je ne vois pas vraiment la nécessité de me déplacer à la poste pour vous envoyer tout ça. Bref, tout ça pour vous dire que ce n'est pas oublié, c'est juste remis à l'après-confinement. Donc promis, je vous en parlerai en temps et en heure quand mes petits colis seront prêts. J'ai dit oui, petits colis parce que plus j'ai réfléchi et plus je pense que je vais faire de l'eau à gagner. Et bref, je vous en reparlerai et je vous annoncerai l'ouverture du jeu concours en temps et en heure. Ne vous en faites pas. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai vraiment à cœur de remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement sur la chaîne, parce qu'il y a encore eu un petit bond. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, sachez-le, ça me fait extrêmement chaud au cœur. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous souhaitez soutenir la chaîne, on n'oublie pas de mettre des petits pouces levés et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère donc vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. Vous le savez, en tout cas, moi, je serai au rendez-vous. Je vous souhaite, bien sûr, paix, amour et littérature dans vos cœurs, et je vous envoie tout plein de bisous sans microbes. Promis. Bye!